Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 octobre 2023. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour cette nouvelle matinale, l'émission destinée à faire le tour, chaque mois, de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Même si les températures restent estivales, la fin de l'année se profile tout de même et avec elle s'ouvre la traditionnelle période de clôture. Au risque de se répéter depuis 2020, cette clôture s'annonce compliquée, Laurent, cette année encore pour les entreprises. Oui, malheureusement, depuis 3 ans, Hélène, les crises s'enchaînent. Pandémie d'abord, guerre en Ukraine ensuite, crise énergétique, puis retour de l'inflation. Maintenant, crise immobilière sûrement, avec en toile de fond l'urgence climatique, qui se fait chaque jour de plus en plus pressante. Cette fin d'année 2023 et 2024 seront compliquées pour les entreprises dans de nombreux secteurs. C'est pourquoi nous avons choisi d'aborder dès maintenant, dans le dossier du mois, les grands enjeux comptables de cette clôture avec Emmanuel Parret, associé responsable de la doctrine comptable de KPMG. Oui, conséquences comptables du contexte macroéconomique, nouveautés tant en IFRS que dans le référentiel français, enjeux climatiques en lien avec les états financiers, etc. Emmanuel Parret nous dressera dans quelques instants un panorama des principaux sujets comptables du 31 décembre 2023. Un entretien indispensable pour s'atteler dès maintenant à la prochaine clôture. Mais avant cela, nous allons faire le tour du reste de l'actualité financière dans le journal de la rédaction. Une actualité qui fut exclusivement fiscale en ce mois de septembre, Laurent. Oui Hélène, un seul titre à la une de ce journal aujourd'hui. Le projet de loi de finances pour 2024, car comme le veut la tradition, il a été dévoilé il y a quelques jours par le gouvernement. Et puis, en fin de journal, nous ferons un tour d'horizon des principales publications KPMG. Le journal. Ouvrons donc ce journal avec l'actualité fiscale. Il y a quelques jours a été présenté le projet de loi de finances pour 2024, Laurent. En effet, Hélène, le 27 septembre, ce projet de loi de finances a été présenté en Conseil des ministres. Nous avons demandé à Marie Pierrot, directrice de la doctrine fiscale au sein de KPMG Avocats, quelles sont les principales dispositions contenues dans ce projet et s'il comporte des mesures inattendues. Elle nous répond. Au cours des derniers mois, le gouvernement a multiplié les annonces de sorte que les mesures les plus marquantes avaient déjà été dévoilées dans la presse. C'est donc sans trop de surprise que nous en retrouvons 3 dans le texte initial du PLF 2024. Le changement le plus notable qui attend les entreprises est sans doute le report de la suppression de la CVAE. Cette suppression, vous vous en souvenez, avait été actée par la loi de finances 2023 et devait être achevée en 2024. Elle serait finalement échelonnée linéairement sur 4 ans, 2024-2027, pour être totalement supprimée en 2027. L'autre mesure phare, c'est bien sûr le crédit d'impôt industrie verte. Un crédit d'impôt de 20% pour investissement dans la production de batteries, d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur. Son taux pourrait être majoré pour atteindre 40% selon le lieu de l'investissement et la taille de l'entreprise. Il serait plafonné à 150 millions d'euros et accordé sur agrément. Enfin, il serait restituable pour sa fraction excédant l'impôt dû. Troisième mesure phare du texte, c'est la transposition en droit interne de la directive dite Pilier 2. Concrètement, un impôt complémentaire serait mis à la charge de l'entité mère des grands groupes, ceux ayant un chiffre d'affaires consolidé de 750 millions d'euros, lorsque le taux effectif d'imposition des entités de ce groupe localisées dans un même État serait inférieur à 15%. C'est un sujet très complexe, mais dont il faut impérativement se saisir dès la clôture 2023. Côté IS, il n'y aurait pas de modification du taux standard d'impôt sur les sociétés qui resterait à 25%. En résumé, Hélène, en 2024, le taux d'impôt sur les sociétés serait donc identique à celui de l'exercice 2023 et la CVAE resterait applicable. En revanche, les nouveautés pourraient venir du côté de la transposition de l'impôt minimum mondial, un sujet dont nous avons fréquemment parlé sur ces ondes. Cette transposition aura des incidences sur les annexes des comptes annuels dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. C'est ce que nous précise Marie Pierrot. Effectivement, de nouvelles informations devraient être mentionnées en annexe des comptes consolidés dans l'objectif de donner de la visibilité sur l'exposition du groupe à cette réforme avant même qu'elle n'entre en vigueur, et ce, en IFRS comme en norme française. Par exemple, devraient notamment être mentionnées les juridictions où le groupe est exposé, c'est-à-dire les pays où un impôt complémentaire est attendu. Les implications donc dès la clôture de l'exercice 2023 sur lesquelles Emmanuel Parret reviendra tout à l'heure avec vous, Hélène.
Mais avant cela, Marie-Pierre Haut poursuit son rapide tour d'horizon des autres mesures significatives contenues dans le projet de loi de finances 2024. Dernière mesure significative d'intérêt pour nos auditeurs, le contrôle des prix de transfert des multinationales serait renforcé avec l'abaissement à 150 millions d'euros du seuil de déclenchement de l'obligation de présenter une documentation de prix de transfert au début d'un contrôle fiscal. Mais ne vous y trompez pas, comme le rappelle le ministre de l'économie lui-même, il s'agit du texte initial et non pas du texte final. De nouvelles mesures pourraient être adoptées lors de la navette parlementaire. On peut penser à une taxation spéciale des rachats d'actions, par exemple, ou encore une prolongation de la rente inframarginale. Autre sujet d'importance pour l'heure absent du PLF 2024, le nouveau calendrier de mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique, après l'annonce cet été de son report. Les débats parlementaires nous livreront sans doute d'autres mesures nouvelles. Ces débats devraient donc être instructifs, Hélène, étant précisé que les discussions autour de ce projet de loi de finances s'ouvrent le 17 octobre prochain en séance publique. On peut donc s'attendre à ce que des amendements soient apportés par la commission de l'Assemblée nationale. Pour les connaître, restez donc à l'écoute de Radio KPMG qui diffusera le 9 novembre prochain une édition des Fiscales. Vous pouvez également vous tenir informé de l'actualité fiscale en consultant les newsletters de KPMG Avocats publiés sur leur page LinkedIn et sur leur site internet. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications KPMG du mois de septembre à signaler à nos auditeurs ? Je signalerai ce mois-ci à nos auditeurs, tout d'abord, les modèles d'état financier IFRS qui ont été mis à jour dans la perspective des clôtures de 2023. Ces guides d'élaboration des états financiers sont composés, je le rappelle, des illustrative disclosures et de la disclosure checklist. Autre publication marquante du mois, le baromètre de la gouvernance, avec en sous-titre « Le conseil d'administration face aux nouveaux enjeux de la CSRD ». Avec cette nouvelle directive européenne, le rôle de la gouvernance dans le suivi des rapports de durabilité va devenir en effet de plus en plus important. Afin de guider les entreprises et leurs conseils face à ce défi ESG, le Board Leadership Center de KPMG publie donc ce baromètre très instructif. Toutes les publications que vous venez de citer, Laurent, sont disponibles sur notre site kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve tout de suite avec notre invité. Le dossier du mois. Notre dossier du mois est aujourd'hui consacré aux aspects comptables des clôtures 2023. Dans cette perspective, nous avons tout naturellement invité Emmanuel Parey, associé et directeur de la doctrine comptable de KPMG, pour faire le tour des principales questions relatives aux prochains arrêtés de compte, tant en règle française qu'en IFRS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. En juin dernier, nous avions fait un point d'étape ensemble en dédiant la matinale aux arrêtés semestriels. Nous étions à l'époque en présence de Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF. Nous avions à cette occasion une nouvelle fois évoqué le contexte géopolitique tendu et les effets persistants de la guerre en Ukraine qui pèsent sur l'environnement macroéconomique. Depuis, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Pour cette fin d'année, l'environnement macroéconomique reste incertain, d'aucuns pronostiquant même une récession. En toile de fond, l'urgence climatique se fait de plus en plus insistante, appelant à des décisions difficiles et exigeant sans tarder la mobilisation de moyens financiers importants. Emmanuel, j'ai un peu l'impression de me répéter depuis 2020, mais une fois encore, ces arrêtés s'annoncent compliqués. Vous avez raison Hélène, on commence malheureusement à se répéter un peu concernant la nature des difficultés rencontrées, même si bien sûr rien n'est jamais tout à fait identique. La plupart des entreprises sont affectées par le contexte macroéconomique incertain qui perdure et par les conséquences des événements géopolitiques, se traduisant notamment par un niveau d'inflation qui reste élevé. Pour les entreprises, cette situation complexifie les évaluations et les exercices de prévision, rendus nécessaires par la clôture des comptes. À cela s'ajoutent les nouveautés de l'année, et je pense en particulier à la réforme des retraites ou encore à l'impôt minimum mondial. Comme toujours, dans un tel contexte, les émetteurs devront redoubler de pédagogie et de transparence pour présenter leurs résultats et leur situation financière. En particulier, soigner leur communication et la transparence concernant les tests de dépréciation, les informations sur la liquidité et aussi, dans certains cas, la continuité d'exploitation. Enfin, les informations sur la prise en compte des enjeux climatiques et la cohérence entre les états financiers et les informations extra-financières sont très attendues des investisseurs. Donc, dans ce contexte économique qu'on pourrait qualifier de difficile, nous allons commencer avec la question toujours sensible des tests de dépréciation.
Oui, Hélène, la mise en œuvre des tests restera souvent délicate dans ce contexte mouvant et incertain qui nécessite de faire appel au jugement. Mais malheureusement, c'est le lot de nombreuses entreprises depuis 2020. Il faudra en particulier refléter la hausse des taux, notamment la hausse continue du coût de la dette, mais également traduire les incertitudes sur la poursuite de l'inflation, tant au niveau de l'énergie que des autres postes de dépenses tels que les salaires. Pour les secteurs les plus exposés, la prise en compte des enjeux climatiques sera cruciale. Bien entendu, les entreprises devront communiquer dans leurs annexes des informations très attendues et d'ailleurs régulièrement soulignées par l'AMF, en particulier les hypothèses retenues à la fois sur le plan opérationnel et financier et les analyses de sensibilité. Pour mieux coller au contexte actuel, ces analyses devront sûrement être adaptées et les entreprises ne devront pas hésiter à élargir les fourchettes et le spectre des hypothèses présentées. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à la continuité d'exploitation que vous évoquiez il y a quelques instants, quelle information à ce propos est attendue de la part des entreprises, Emmanuel ? La persistance des difficultés économiques dans de nombreux secteurs et la fin progressive de dispositifs de soutien ou les échéances de remboursement des PGE conduisent certains groupes à des situations financières tendues. Pour cela, il est particulièrement important que des informations en annexe présentent les jugements clés relatifs à la continuité d'exploitation. Elles doivent permettre au lecteur de l'éclairer sur la situation financière et la liquidité. À ce titre, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ces ondes, devront notamment être communiquées des informations précises sur le niveau de trésorerie, des échéanciers d'endettement plus fins, notamment les échéances attendues à moins d'1 an, les ressources mobilisables par l'entité, par exemple les lignes de crédit encore mobilisables ou les plans de cession d'actifs, ou encore le respect des principaux covenants bancaires. Donc des choses, des informations clés à communiquer par les entreprises. Alors si on s'intéresse maintenant au référentiel IFRS, y a-t-il des évolutions significatives pour les clôtures 2023 ? Non, il n'y a pas d'évolution significative, sauf bien sûr pour le secteur de l'assurance qui est impacté avec l'entrée en vigueur d'IFRS 17 et d'IFRS 9, dont les informations de transition seront particulièrement scrutées pour cette première année d'application. Certaines entreprises industrielles et commerciales pourraient être aussi concernées par IFRS 17 lorsqu'elles émettent des contrats d'assurance ou d'assistance ou si elles disposent de captives de réassurance. Mais la norme prévoit des exemptions et il convient donc d'abord de réaliser un diagnostic pour s'assurer de l'existence ou non d'impact IFRS 17. Et on constate aujourd'hui que certains groupes sont en effet concernés. Donc les entreprises doivent regarder. S'agissant des autres textes IFRS qui entrent en vigueur, ils sont plutôt mineurs. En effet, je signalerai uniquement l'amendement à IAS 12 qui vise au premier chef les contrats de location, mais aussi potentiellement d'autres transactions quand elles donnent lieu à la comptabilisation d'un actif et d'un passif, tels que les obligations de démantèlement et les contrats d'assurance. Cet amendement clarifie la nécessité de comptabiliser des impôts différés, et cela sur une base brute. L'évaluation des impôts différés seulement sur une base nette, c'est-à-dire actif moins passif, n'est plus possible. Pour les entreprises qui comptabilisaient déjà des impôts différés mais sur une base nette, il conviendra seulement qu'elles fournissent des informations en annexe sur les actifs et passifs d'impôts différés décompensés. Alors, si on continue de s'intéresser aux changements normatifs, des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS sont-elles à signaler aujourd'hui à nos auditeurs ? À ce jour, il n'y a pas de décision récente vraiment impactante ou qui introduisent une réelle novation pour les entreprises industrielles et commerciales. Quelques mots toutefois sur la saisine que nous avions signalée en juin concernant la comptabilisation de certains contrats d'approvisionnement en énergie. L'enjeu porte, je le rappelle, sur les conditions d'application de l'exemption pour usage propre d'IFRS 9, plus connue sous le vocable de Own Use Exemption, et permettant d'éviter la comptabilisation d'un dérivé devant être réévalué en juste valeur par résultat. Le comité ne s'est finalement pas prononcé et a transféré le sujet à l'IASB qui a décidé d'ajouter le traitement des contrats d'achat d'électricité renouvelable, dit PPA ou Power Purchase Agreement, à son programme de travail pour étudier la possibilité de procéder à des amendements limités d'IFRS 9. Donc, sujet à suivre. À signaler également
une toute récente décision provisoire de l'IFRIC qui confirme une décision de 2013 sur le sujet sensible lors d'un regroupement d'entreprises, des paiements conditionnés à l'emploi des anciens actionnaires vendeurs qui a fait l'objet d'une nouvelle saisine. Alors je dirais, même question, sans surprise, même réponse. L'IFRIC a confirmé la comptabilisation de ces paiements en rémunération en résultat sur la durée de présence et non comme un complément du prix d'acquisition. Alors, vous venez d'évoquer, Emmanuel, les principales évolutions 2023 du référentiel IFRS. Si on regarde un peu plus loin, si on se projette maintenant un peu au-delà. Il y a plusieurs textes d'application obligatoires en 2024, mais qui pourraient être anticipés dès 2023, sous réserve de leur adoption européenne, requérant notamment davantage d'informations en annexe. Je pense en particulier aux amendements aux normes IAS 7 et IFRS 7, qui demandent des informations complémentaires concernant les contrats d'affacturage inversé ou reverse factoring. Citons également les amendements à IAS 1 qui visent en particulier le classement courant-non courant de dettes assorties de covenants et des dettes convertibles. Ce sujet a fait l'objet de plusieurs amendements successifs publiés depuis 2020. Dorénavant, il suffira de disposer d'un droit substantif de différer le remboursement de la dette pour les 12 mois suivant la date de clôture pour pouvoir classer celle-ci en non courant. Les covenants qui couvrent une période postérieure à la clôture n'affectent pas le classement courant-non courant de la clôture concernée. En revanche, les entreprises seront amenées là aussi à donner davantage d'informations en annexe et notamment sur le risque de remboursement affectant ces passifs dans les 12 mois suivant la date de clôture. C'est bien clair. Alors, si on s'intéresse maintenant aux principaux projets en cours à l'IASB, 2 projets ressortent du lot et sont sur le haut de la pile, le projet Better Communication et le projet Goodwill et Impairment. Oui, Hélène, et ces 2 projets me paraissent particulièrement structurants. Le premier, Better Communication, devrait donner lieu à la publication d'IFRS 18 courant 2024 pour une entrée en application probablement en 2027 et porte essentiellement sur la structure du compte de résultat et ses problématiques de classement, la communication de mesures de la performance dans les états financiers ou encore des évolutions sur le tableau des flux de trésorerie et la présentation de certaines informations spécifiques en annexe. Les incidences de cette nouvelle norme en termes de collecte des informations et de traitement dans les systèmes de consolidation pourraient être significatives et devront donc être anticipées. Et donc, il faut s'y intéresser sans tarder si ce n'est pas déjà le cas. Le second projet, Goodwill et thèse de dépréciation, que faut-il en retenir ? Alors, le second projet propose de simplifier le calcul de la valeur d'utilité et surtout d'ajouter en annexe des informations destinées à apprécier la performance des acquisitions significatives ou stratégiques. C'est un sujet délicat. Je rappelle aussi que la possibilité, un temps envisagée d'un retour à l'amortissement du goodwill, n'a pas été retenue. Un exposé sondage devrait être publié sur ce sujet courant 2024. J'attire aussi l'attention de nos auditeurs sur plusieurs autres projets en cours qui ont des liens avec les enjeux climatiques. À ce propos, citons le projet d'amendement des normes IFRS 9, IFRS 7, qui apportera notamment des précisions sur l'analyse SPPI autorisant une comptabilisation au coût amorti et affectant de fait les prêts et obligations comportant des clauses ESG. Les travaux de l'IASB, déjà signalés, sur de possibles amendements limités à IFRS 9, concernant l'application de la O-News Exemption au contrat de Power Purchase Agreement. Et enfin, à plus long terme, l'IASB poursuit sa réflexion visant à améliorer les informations sur les risques climatiques dans les états financiers et à lancer des consultations à ce propos. Venons-en maintenant aux autres points d'attention pour les comptes annuels 2023 et commençons par quelques points liés à la fiscalité. Quelles sont les principales questions, Emmanuel, que les entreprises doivent avoir à l'esprit au plan comptable, sachant que Marie Pierrot, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats, a présenté il y a quelques instants les principales mesures contenues dans le projet de loi de finances 2024. Et je vous pose cette question, Emmanuel, notamment dans la perspective du pilier 2. Au plan comptable, Hélène, l'IASB s'est saisie du sujet pilier 2 et a publié en mai dernier des amendements à IAS 12.
Ces amendements ont clarifié l'application d'IAS 12 aux impôts sur le résultat susceptibles d'être dus au titre de cet impôt minimum mondial. Ils introduisent notamment une exemption temporaire obligatoire relative à la comptabilisation des impôts différés liés à l'impact éventuel de l'impôt minimum complémentaire mondial. Parallèlement, ils exigent de fournir de nouvelles informations en annexe pour permettre aux lecteurs de comprendre de façon qualitative et quantitative l'exposition de l'entité aux impôts du pilier 2 quand les informations sont connues ou raisonnablement estimables. En tout état de cause, les investisseurs s'attendent à disposer d'un minimum d'informations sur le sujet dans les états financiers, et cela dès la clôture 2023. De même, après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2024, l'impôt courant lié à pilier 2 devra être indiqué de manière distincte. On s'attend à ce que ces amendements soient adoptés par l'Union européenne d'ici la fin de l'année. L'exemption prendra effet immédiatement et s'appliquera rétrospectivement conformément à IAS 8. Alors, sans transition, changeons de sujet. Évoquons maintenant la réforme des retraites qui a été actée au printemps dernier. Les conséquences de cette réforme ont dû être comptabilisées dès l'arrêté semestriel du 30 juin. Quelle est l'ampleur, maintenant qu'on a un petit peu de recul, Emmanuel, quelle est l'ampleur des impacts sur les engagements de retraite ? Il est toujours difficile de quantifier de façon générale les impacts d'une telle réforme compte tenu de la diversité des situations. On peut tout de même esquisser quelques tendances. À cet égard, il convient de distinguer les indemnités de fin de carrière, pour lesquelles les impacts sont généralement plutôt limités, voire parfois légèrement positifs, des autres régimes, comme les plans de pré-retraite traités comme des plans post-emploi, par exemple, dont l'impact peut être sensiblement plus significatif et conduit à une hausse des engagements. Dans tous les cas, il est important que les entreprises affinent avec leurs actuaires les premières estimations effectuées à l'occasion de l'arrêté semestriel. Il est également important de communiquer en annexe de façon claire sur les impacts de la réforme. Alors justement, soyons clairs, soyons précis, Emmanuel. Cette réforme doit-elle être comptabilisée comme un changement de régime ou un changement d'hypothèse actuarielle ? Les changements induits par la réforme des retraites, et notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite, sont analysés comme un changement d'accord qui modifie l'avantage accordé aux salariés et constitue, selon IAS 19, un changement de régime. Ainsi, l'impact des changements est comptabilisé immédiatement en résultat en tant que coût des services passés et non comme un écart actuariel. J'espère avoir été assez précis, Hélène. Poursuivons cet entretien avec la question des enjeux climatiques. Alors même si du point de vue purement comptable, il n'y a pas d'évolution normative, il existe une demande de plus en plus forte de la part des parties prenantes, notamment des investisseurs, pour mieux comprendre l'impact des enjeux climatiques dans les états financiers. On peut dire que ce sujet est sous le feu des projecteurs, sans emphase. Vous en avez parlé à plusieurs reprises sur ces ondes, Emmanuel, mais il est utile sûrement pour nos auditeurs de repréciser les thèmes sur lesquels les entreprises doivent être particulièrement vigilantes. Oui, Hélène, et les enjeux varient bien entendu selon les secteurs, l'exposition et les engagements pris par les groupes en matière de climat. Le premier point de vigilance auquel les lecteurs des comptes sont très sensibles est de s'assurer de la cohérence des informations communiquées dans les comptes avec celles données dans les autres supports de communication, comme la déclaration de performance extra-financière. Ensuite, on peut citer l'identification des indices de perte de valeur qui sont liés à des enjeux climatiques et la réalisation de tests de valeur prenant en compte les scénarios attendus. À ce niveau, l'enjeu principal réside dans le choix des hypothèses ad hoc et la prise en compte des incertitudes via soit des évaluations multiscénarios ou bien, le cas échéant, un ajustement des taux d'actualisation. Les informations en annexe seront très importantes également. Il s'agit aussi d'un point de vigilance récurrent de l'AMF qui devrait encore insister dans ses recommandations pour 2023 sur la communication des hypothèses clés liées au climat, par exemple le prix du carbone, les sources utilisées et leur prise en compte dans les analyses de sensibilité. Cela peut également se traduire par des impacts comptables, dépréciation ou amortissement accéléré pour les actifs dont l'utilisation n'est plus souhaitée, revue des durées d'amortissement, nouveaux passifs ou passifs éventuels liés à de futurs coûts de remise en état ou de dépollution, déménagement ou reconstruction, nouveaux engagements pris.
etc. La liste est longue. Emmanuel, y a-t-il d'autres points de vigilance toujours en lien avec ces enjeux climatiques ? Oui, il faut également être attentif au traitement comptable de tous les dispositifs existants ou envisagés visant à réduire les émissions polluantes ou compenser celles qui ne peuvent être réduites. On pense notamment à la mise en place de fonds carbone, aux nouvelles générations de crédits carbone. Sans oublier la comptabilisation des contrats d'achat d'électricité verte qui posent de nombreuses questions comme nous venons de l'évoquer et dont il faut suivre les débats à l'IASB. À défaut de précision dans les normes quant au traitement à retenir, il est important d'être transparent sur les analyses et les politiques comptables qui sont suivies. Enfin, les plans de transition peuvent générer des impacts sur la conduite des activités avec des abandons, mais également des créations. Il faut donc s'interroger sur la pertinence de l'information sectorielle et l'adapter aux besoins. Un sujet très important, les enjeux climatiques. Alors, nous refermons ce chapitre IFRS. Maintenant, on s'intéresse et on se tourne vers les règles comptables françaises. Quoi de neuf de ce côté-là ? Alors, notons déjà qu'à l'occasion de la nouvelle mandature de son collège, l'ANC a publié au mois de juillet ses priorités et objectifs pour les 3 prochaines années. De manière générale, la principale priorité de l'ANC pour cette mandature sera incontestablement le déploiement et l'accompagnement des nouvelles normes de durabilité. En matière de normes comptables françaises, la priorité sera donnée à l'achèvement des travaux déjà lancés et à la nécessaire adaptation du référentiel, bien sûr, aux questions soulevées par l'actualité ou l'émergence de nouvelles transactions. Les nouveaux chantiers seront donc a priori en nombre limité. À propos justement des normes de durabilité, nous vous recommandons d'écouter ou de réécouter l'émission Cap Gouvernance, dans laquelle Robert Ophel, le président de l'autorité des normes comptables, s'est exprimé il y a quelques jours. Vous pouvez le faire dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. L'autorité des normes comptables a d'autres actualités, Emmanuel ? Oui, Hélène. Rappelons tout d'abord la publication fin 2022 du règlement relatif à la modernisation des états financiers, complété en 2023 par un règlement modifiant différents règlements sectoriels. Ce règlement est toujours en cours d'homologation. Sa date d'application obligatoire a été fixée au 1er janvier 2025, sachant qu'une application anticipée sera possible à compter de sa date de publication au journal officiel. Ce texte modifie le plan comptable général et prévoit la suppression des transferts de charges, la mise à jour de la nomenclature des comptes et la modernisation des états financiers ou encore l'introduction d'une nouvelle définition du résultat exceptionnel. Oui, des sujets que nous avions longuement évoqués dans la matinale d'avril 2023 que nous vous encourageons à réécouter. S'agissant des principaux projets en cours, Emmanuel, que faut-il avoir présent à l'esprit ? S'agissant des projets en cours, l'ANC travaille notamment sur un texte portant sur la comptabilisation des logiciels et plus largement des coûts informatiques, notamment suite aux décisions de l'IFRIC sur les coûts d'implémentation, vous vous souvenez des contrats SaaS, qui avaient suscité pas mal de réactions en France. On s'attend en principe à la sortie d'un texte d'ici la fin de l'année. L'ANC poursuit également ses travaux sur la comptabilisation du chiffre d'affaires, qui avait été interrompu du fait notamment de la pandémie. Il est encore difficile de donner une échéance. En tout état de cause, compte tenu du temps qui s'est écoulé, aucun texte ne devrait sortir sans qu'il ait été au préalable communiqué à nouveau pour commentaire aux différentes parties prenantes. Donc attendons. Enfin, il y a d'autres travaux en cours, ciblés, portant notamment sur la distinction dettes-capitaux propres, qui est un sujet toujours délicat, les restructurations dans les groupes, les conséquences de l'ordonnance récente portant réforme en matière de fusion, scission, apport partiel d'actifs et opérations transfrontalières, sans oublier les enjeux climatiques pour lesquels un groupe de travail vient tout juste de s'ouvrir. Tous ces travaux sont à suivre et certains pourraient se concrétiser sous peu. Il faudra donc rester informé. Emmanuel Paré, un grand merci pour vos éclairages précieux sur cette actualité comptable, des éclairages qui aideront, j'en suis certaine, les préparateurs d'états financiers. Parfois, nous sommes allés un peu vite sur certains thèmes, mais pour les approfondir, nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre prochain pour les sociétés industrielles et commerciales et le 30 novembre pour les banquiers et les assureurs lors de nos traditionnelles conférences intitulées « Arrêté des comptes et durabilité ». Cette année, ces conférences auront lieu à nouveau dans la magnifique salle Gaveau à Paris. Petite précision qui a son importance, ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire uniquement au module qui traite des arrêtés en règle comptable française qui, lui, est présenté en digital et qui est gratuit.
Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur notre site internet kpmg.fr ou consultez le mail que vous avez reçu et suivez les instructions. Cette matinale est maintenant terminée. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le 7 novembre prochain. À bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.